Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 6 février 2018. Comme vous avez pu le constater hier, le repli s'est poursuivi à Wall Street et sur l'ensemble des séances, des indices mondiaux. Mais en particulier hier, sur le Dow Jones qui a inscrit sa pire séance depuis 2011, il a fait un plus bas de 6% en l'espace d'une seule séance. Au final, il a clôturé un peu plus en baisse de 4%. Également le S&P, le Nasdaq un petit peu moins, mais quand même plus de 3% moins. Donc voilà, on va parler de tout ça. Est-ce que il faut vendre le Dow Jones? Est-ce que c'est un signal baissier? Est-ce que on a la veille d'un crack? Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Voilà, on va voir. On va essayer de voir ce que nous pouvons réaliser sur les marchés. Alors bonjour à vous Ramzi, j'espère que vous allez bien. Edgy, que je salue également. Pierre-Yves, Franck, voilà, que des habitués, ça fait plaisir de vous retrouver. On va commencer tout de suite par la Morgan Cerise que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit, un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau de briefing d'actualité, on va commencer par l'Australie qui ce matin a gardé ses taux inchangés à 1,5%. La RBA qui, comme prévu, reste inquiète de la dette des ménages australiens qui représente 120% du PIB. Pour vous donner un ordre d'idée, la dette moyenne par ménage des pays du G20, c'est environ 60%. Donc l'Australie, les ménages australiens ont le double de dette que la moyenne du G20. Sinon, elle prévoit une croissance légèrement supérieure à 3% au cours des 2 prochaines années et une inflation faible pendant un certain temps. Au niveau des marchés actions, donc là on se focalise sur Wall Street. Pourquoi ça baisse? Parce qu'on a, je vous rappelle vendredi, un très bon rapport NFP qui fait notamment office d'une hausse des salaires, la plus forte hausse des salaires depuis 2009, plus 2,9% du salaire hebdomadaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire cette hausse des salaires? Normalement c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais en fait ça veut dire c'est synonyme d'accélération de l'inflation. Qui dit accélération de l'inflation dit accélération des hausses des taux. Et voilà, une hausse des taux trop rapide, c'est néfaste pour les marchés actions. Voilà, donc les marchés corrigent. Si vous constatez depuis vendredi, ça corrige. Et donc voilà, il y a des rendements obligataires qui augmentent, etc., etc. Donc pire séance depuis août 2011 sur le Dow Jones. Et à noter que les indices, que ce soit européens ou américains, ont retracé l'intégralité de leur performance du début d'année. Ce matin, on a quand même une bonne nouvelle en Allemagne. Les commandes qui ont continué à augmenter, à bondir même en décembre, plus 3,8% alors que le consensus tablait pour une hausse de 0,7%, principalement soutenu par la demande des pays de la zone euro, plus 11,2%. Voilà, donc on a des bons fondamentaux aux États-Unis, des bons fondamentaux aux zone euro, ce qui ne justifie en aucun cas cette baisse des marchés actions. C'est un petit peu paradoxal, mais bon, on a eu cette baisse. En même temps, fallait bien que ça arrive. D'un point de vue technique, on avait des momentum qui étaient extrêmement élevés. Là, on a une belle phase de respiration. Et donc, on va faire ça dans un petit instant. Bonjour, j'ai une activité à côté du trading, ce qui ne me permet pas d'être présent comme avant, mais je surveille notamment avec mon système sur Google Coach Bourse, Foxtrade. Si vous avez accès, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je publie aussi des analyses dessus. Très bien, Philippe. Nous y jeterons un coup d'œil. Loïc, la neige fait glisser la bourse. Alors, probablement, ça va probablement être la neige. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, écoutez, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue. Enfin, j'espère. À voir si elle ne sera pas trop longue. Donc, au niveau des stats de la séance américaine et asiatique ce matin, vous pouvez voir le dollar qui rebondit, les rendements l'accélération des probabilités d'une hausse des taux qui augmente. Donc, le dollar qui augmente également, plus 0,60%. Le Dow Jones, moins 4,60, c'est l'un des indices majeurs américains qui a inscrit la pire baisse. Le S&P, moins 4,11 et le Nasdaq, moins 3,78. À noter que le rendement du 10 ans a perdu 12 points de base hier, passant de 2,84 à 2,72%. Donc en fait, le marché a corrigé sur le marché action pour se mettre un petit peu sur les valeurs refuges, comme les marchés obligataires. Le yen à plat ce matin, le gold légère progression, plus de 0,113. Hier, le gold est resté quasiment à plat, ce qui me fait penser qu'on n'est pas vraiment à la veille d'un crack, parce qu'à la veille d'un crack, on aurait un reflux des capitaux vers les valeurs, vers les valeurs, pardon,
vers les valeurs d'aversion au risque, comme le marché obligataire, comme l'or, et on peut voir que l'or, eh bien, il progresse pas vraiment, à part ce matin plus 0,113, mais bon, est-ce que 0,113 c'est proportionnel à une baisse de 4,60% sur le dos et de 4,73% sur le Nikkei ou sur le Hang Seng? Honnêtement, pour moi, ça ne les vaut pas, donc il n'y a pas réellement, je pense, on n'est pas réellement à la veille d'une baisse majeure, d'un crack, on va dire de moins 20% sur les indices américains. Voilà, je pense qu'il y a eu un emballement de la volatilité, il y a une réaction à chaud suite aux chiffres de l'emploi, mais voilà, je n'envisage vraiment pas que nous soyons à l'aube d'un crack et même d'un petit crack, hein. Au niveau du calendrier économique, on peut voir qu'on a les commandes aux usines, donc 7,2% contre 9,1%, donc là c'est une autre annonce. On aura l'indice PMI à 9h30 et 10h10 en Allemagne. La balance commerciale qui sera particulièrement importante aux États-Unis à 14h30 et ensuite taux de chômage néo-zélandais attendu, vous voyez, en légère hausse 4,7%. Alors c'est normal, hein. C'est normal parce que quand on a un taux de chômage qui est bas, on a généralement des inactifs qui sont réintégrés qui reviennent dans les chiffres du chômage, des inactifs qui n'étaient pas comptabilisés dans les statistiques et qui reviennent, comme aux États-Unis. Si vous regardez à moyen terme, le taux de chômage devrait augmenter parce qu'on a des inactifs qui devraient se réinscrire dans les agences. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Quand on a un taux de chômage en dessous de 5%, c'est pas inquiétant qu'on ait un petit rebond, vous voyez. Au contraire, quand on a des inactifs, quand on a un taux de chômage qui est très très bas et des inactifs de long terme qui se remettent dans les statistiques, c'est une opportunité de croissance parce que quand le taux de chômage est bas, on a moins de main d'œuvre disponible, et donc une capacité de production qui est moindre. Voilà. Donc taux de chômage, c'est également on a généralement tendance à dire que plus le taux de chômage est faible, mieux c'est. Alors oui, mais tout est relatif. Voilà. J'ai envie de dire oui jusqu'à un certain niveau. Un certain niveau comme 5%. Voilà. Après, faut faire attention parce que tous les taux de chômage ne sont pas calculés de la même façon. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. On passe sur la plateforme. Je regarde vos questions avant de commencer. Bonjour. Alors même pas un mini crack de la part de François. Bonjour. Alors mon cher François, mes chers François, pardon. C'est toujours de François. Donc voilà. Bonjour à vous deux. Alors un mini crack. Alors ça dépend. C'est un peu relatif ce qu'on appelle un mini crack. On va regarder Wall Street. Ouais, Wall Street, hein. On a eu une très très belle baisse. On est revenu à moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc on a eu finalement la baisse assez importante. Moi, je pense honnêtement qu'il y a peut-être suffisamment de momentum pour que le dos poursuive sa baisse jusqu'à cette moyenne mobile, mais vous voyez que elle a déjà fait office de support parfaitement, au pips près. Sur les marchés actions, si vous tradez les marchés actions en swing trading moyen terme, honnêtement, la moyenne mobile à 200 jours, c'est s'il y avait un indicateur à mettre sur le graphique, ce serait cette moyenne mobile. À 200 jours, je dis bien. Je dis pas à 200 périodes sur un graphique 4 heures. Je dis bien à 200 jours. Et on peut voir que le momentum a clairement chuté. Donc ce qui est une bonne chose, enfin. Pour que ce soit sur Wall Street, sur Nasdaq, sur le S&P. Regardons un petit peu en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est pareil. En hebdo, on a le RSI à 50, que ce soit sur Wall Street, sur Nasdaq un petit peu au-dessus, mais sur Wall Street, sur le Dow et sur le S&P, on est revenu à moyenne mobile à 50 jours, RSI à 50. Donc prix, momentum sur support, sur le graphique hebdo. Sur le journalier, on est revenu moyenne mobile à 200 jours et momentum en survente, que ce soit sur le S&P ou le Dow. Voilà, donc pour moi, honnêtement, il n'y a pas de crack. Pourquoi il n'y a pas de crack? Encore une fois, parce que l'or, est-ce que il y a un sujet excessif sur l'or? Non. Il n'y a pas, il y a pas de, il n'y a pas d'emballement de l'or. Au niveau du marché obligataire, on a une hausse, mais c'est pas non plus inquiétant. Regardons si on a l'historique jusqu'à 2008, je ne sais pas. 2008, regardez, sur un graphique, on est sur un graphique mensuel, plus 1,87. Au final, pardon, sur 5 mois, le Bund qui avait pris 13%.
Bon, là, on avait quand même, vous voyez, une belle hausse. Mais là, bon, est-ce qu'on est à la veille? Alors, c'est pas très lisible sur graphiquement ça parce que j'ai beaucoup de support résistance. Mais vous voyez que, bon, finalement, on n'a pas vraiment de hausse. Ou en tout cas, c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'on est à la veille d'un crack. Donc voilà, les valeurs refuge, concrètement, elles s'apprécient mais très très peu. C'est pour ça que je pense que le point bas a été fait, qu'on a une volatilité qui est venue parce que il y avait un cocktail, il y avait ces très bonnes chiffres américaines qui sont synonymes d'accélération des taux d'intérêt, donc accélération, hausse des rendements obligataires, et donc hausse des rendements obligataires, comme je l'ai dit, c'est hausse des coûts d'emprunt des entreprises, et donc capacité de rendement un petit peu plus faible, en tout cas perspective de rendement plus faible. Donc, euh, donc voilà, hausse des rendements n'est pas incompatible avec hausse des marchés actions. Tout est une question, toujours, de momentum. Donc voilà, pour moi, S&P, support, que ce soit hebdomadaire ou journalier, sur le prix ou le momentum. Donc, j'ai envie de dire, on a une décote quand même très intéressante. Alors, si on décide d'acheter à ce moment-là, faut garder à l'esprit qu'on a potentiellement une baisse qui va se poursuivre aujourd'hui ou demain. Voilà, je ne dis pas qu'on est au prix d'entrée parfait et au timing parfait parce que voilà, personne peut savoir, personne n'a pu prévoir déjà la baisse de vendredi, celle d'hier encore moins. Enfin, en tout cas très très peu, je pense. Euh, voilà, donc là on a une belle respiration, on a une belle décote sur S&P. Est-ce que on rentre dans un bear market? Honnêtement, vu des fondamentaux, on a quand même des entreprises américaines qui arrivent à dépasser les estimations des analystes au niveau des résultats, alors que les estimations des analystes sont quand même très très fortes. Donc voilà, on a des fondamentaux vraiment, je dirais, en béton aux États-Unis. Donc pour moi, d'un point de vue fondamental, il n'y a pas grand-chose qui justifie le S&P. En tout cas, il y a plus de signaux haussiers que baissiers. Les seuls signaux baissiers, encore une fois, c'était sur le plan technique avec les momentum, les RSI, qui étaient extrêmement élevés. On avait des ratios PE de Schiller qui sont encore élevés, hein, mais bon. Bon, en tout cas, on a les momentum qui ont clairement respiré, donc je ne pense pas que nous soyons partis pour une baisse beaucoup plus bas. On peut pourquoi pas attendre sur S&P un retour à 2500. Voilà, 2500, ça peut être possible, comme ça peut ne pas l'être. Moi, je pense que ce prix d'entrée, en gérant bien un ratio risque-rendement, ça peut être faisable. Alors, on peut attendre, pourquoi pas, un retour à moyenne mobile à 200 séances, à 200 jours, mettre un stop en dessous de la bougie la plus basse, en dessous de la mèche la plus basse, pardon, et ensuite viser le plus haut. Vous voyez qu'au prix actuel, ça ferait un risque de 34, on va dire 35 pips, 35 points pour 310, ce qui fait à peu près un ratio risque-rendement de 9, 8,5 à peu près. 8,5, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, où on est par rapport à vos prévisions annuelles? Pour l'instant, c'est l'inverse qui se passe, non? Alors, je vais ouvrir mon graphique, je vais ouvrir mon tableau. Alors, laissez-moi le retrouver. Ça fait longtemps que ça fait depuis le 15-1, depuis mon webinaire prévision. Voilà mes prévisions. Alors, donc on a clairement l'aversion au risque, oui, en ce début d'année. Dow Jones 2008, 28 000, pardon, toujours d'actualité, S&P 3000, Nasdaq 8000. Voilà, moi je maintiens ces scénarios-là. On va regarder un petit peu ensemble sur les marchés. Donc 3000 S&P, moi je maintiens. Je maintiens mon opinion. Honnêtement, cette phase de respiration, ça fait quand même pas mal de semaines hein, qu'on l'alerte. Là, il y a un graphique logarithmique devant vous. Quand vous voyez un cours qui est exponentiel, qui a une, pardon, qui est exponentiel sur un graphique logarithmique, c'est le moment de s'inquiéter. Parce qu'un graphique logarithmique est censé donner une vision linéaire un petit peu d'une courbe. Parce qu'il prend le pourcentage, c'est vraiment le pourcentage qui est utilisé.
pour l'échelle logarithmique et non pas le nombre de points. Donc, quand vous voyez un cours qui s'emballe sur un graphique logarithmique, c'est le moment de sonner la cloche d'alarme. Et donc vous voyez que le S&P qui avait dépassé ses niveaux de résistance les plus élevés depuis 1996, qu'elle soit sur l'hebdo, sur le journalier ou même le mensuel. Regardez le mensuel, il a bien chuté cette résistance. Donc voilà, ça a été signalé. Est-ce que ça remet en cause mes prévisions pour la fin d'année? Pas du tout. Encore une fois, les fondamentaux US sont très bons, tout comme ceux de la zone euro. Donc voilà, cette baisse est tout simplement là pour rappeler le potentiel baissier, et on voyait que voilà, Wall Street, tout le monde s'intéressait à l'achat, et c'est le moment où tout le monde veut l'acheter, où il faut s'intéresser à prendre des bénéfices, voire même à vendre. C'est comme un petit peu le Bitcoin, rappelez-vous, enfin, ça peut paraître gros comme comparaison, mais rappelez-vous en décembre, tout le monde voulait acheter, tout le monde achetait le Bitcoin. Je ne sais pas si vous si vous connaissez un petit peu Bitcoin, mais s'il y en a qui savaient, s'il y a de vos proches qui savaient que vous connaissiez le Bitcoin, à mon avis, on a dû beaucoup vous poser de questions en fin d'année dernière, et voilà, ça montrait bien l'euphorie qui avait plus réellement de valeur dans le prix. Et bien là, Wall Street, c'est un petit peu pareil. Tout le monde achetait Wall Street parce que ça grimpait. Mais voilà, les cracks sont là pour faire sortir un petit peu je ne dirais pas les novices, mais ceux qui ne savent pas réellement ce qu'ils achètent. Voilà, donc honnêtement, ce petit crack a calmé l'euphorie, je pense. Et, euh, et voilà, je pense qu'on repart oui, je pense qu'on repart sur une base plutôt saine. Le cours qui revient à sa moyenne immobilière de 100 jours, sa moyenne immobilière de 100 jours qui est d'un point de vue long terme, euh, directionnel. Voilà. Donc moyenne mobile haussière, c'est une tendance qui est haussière. Alors, j'ai beaucoup de questions, je vais ouvrir en grand, je vais prendre le temps d'y répondre. Alors, j'ai des questions sur le Forex, on va y venir après, là on fait vraiment focus sur les marchés actions. Alors, cela ne veut rien dire l'or puisqu'il peut très bien chuter. Alors oui, il peut très bien chuter maintenant quand il y a l'aversion au risque, on a généralement l'or quand même qui progresse avec les marchés obligataires. Les marchés obligataires ont assez progressé hier. On peut voir que l'or n'a pas réellement réagi. Donc voilà, est-ce qu'on a un crack devant nous? En tout cas, on a l'or qui n'a pas vraiment réagi. Ou partir fortement à la hausse si tension géopolitique. Euh, Alors oui, tension géopolitique bien évidemment, mais l'or c'est quand même une valeur refuge. Donc disons que s'il y a la version pour risque, l'or c'est l'actif refuge. Faudra pas passer sous 11 850 sur le DAX aujourd'hui. Alors voyons un petit peu les indices, excellente transition pour les indices européens. Donc les indices européens qui ont retracé non seulement l'intégralité de leur hausse de janvier, mais également leur hausse de l'automne. On peut voir que le DAX revient à ce niveau de support, donc c'est 12 000. 12 000, fort niveau de support. Oui, il faudra pas que le DAX clôture en dessous des 11 900, ce sera un fort signal baissier. Maintenant, regardez, le RSI qui a touché hier les 20. Vous voyez, qui a clôturé à 20. Donc, on a un fort rebond. On a quelque chose de volatile ce matin, que ce soit sur le CAC, le DAX, voilà, peu importe. Voilà, l'Eurostoxx qui clôture en dessous de ce support-là. Si les indices européens, c'est-à-dire les indices européens majeurs, le CAC, le DAX, le Eurostoxx, si tous les trois clôturent en dessous de leur plus bas de août-septembre, c'est un signal baissier, direction les 3000 pour l'Eurostoxx, direction les 4005 pour le CAC, et direction les 10 500, on va dire, pour le DAX. Mais est-ce que ça va être le cas? Honnêtement, je ne pense pas. Encore une fois, on a des très bons fondamentaux, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Donc dans le fond, ça devrait, je pense, porter les indices, les marchés actions. Bitcoin, mes prévisions, alors on va y venir après à la fin du webinaire. Les baisses actuelles étant annoncées sur le webinaire de Yuan Nisa par moi-même, mais il y a une semaine, notamment sur le Nikkei, c'était très prévisible. Par contre, la rapidité du mouvement baissier est impressionnante. Alors oui, de toute façon, honnêtement,
cette baisse sur les marchés actions, ça a été annoncé et réannoncé pendant plusieurs webinaires depuis plusieurs semaines, hein, l'état du momentum, etc., etc. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tout simplement une prise de bénéfice sur les marchés actions. Cette chute m'a permis de me positionner sur long terme sur l'IBEX de la part de Nicole. Bien voilà, oui, sur du long terme, honnêtement, c'est baisse avec un effet levier très faible. Je pense que ça peut être des opportunités, de mon point de vue, mais vraiment avec des effets de levier très faibles sur du long terme. Je pense qu'on a une décote qui n'est pas négligeable. Est-ce qu'on rentre dans un bear market? Pas du tout. Pour vraiment justifier un crack, faudrait un catalyseur. Quel est le catalyseur aujourd'hui? Quel serait le catalyseur? En 99, en 2000, on a eu la bulle techno. En 2007, on a la crise des subprimes, donc immobilières. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Moi, en tout cas, je vois pas réellement de catalyseur majeur qui justifierait un moins 30, moins 40% sur les bourses. Donc, ce repli-là, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une opportunité d'achat sur du long terme, avec un effet levier faible, avec de la patience. Pour moi, voilà, on a ni plus ni moins qu'un S&P avec une décote de 8%. Voilà, donc après, c'est à vous de voir si pour vous c'est une menace ou une opportunité. Pour moi, en tout cas, encore une fois, à long terme, effet levier faible, opportunité, clairement. En tout cas, voilà, on est sur un timing important. Soit on achète ce niveau-là, ou soit on attend de voir ce qui se passe. Donc, soit on achète à ce moment-là, mais si le cours clôture en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, là, concrètement, c'est un signal baissier. Là, on rentre clairement dans dans potentiellement un bear market. Mais tant que la moyenne mobile à 200 jours est valide, pour moi, elle reste un niveau de support majeur. Donc voilà, je préfère croire à une hausse du S&P tant que le cours se situe au-dessus de cette moyenne mobile. Finalement, en intraday US-Doll et USD-Yen, toujours à l'achat, oui, en intraday, pourquoi pas. Maintenant, attention, vous voyez que quand même le dollar a certes progressé, mais le yen également, au vu de la version risque. Donc voilà. Mais oui, concrètement, je suis toujours à l'achat, hein. Depuis les points bas, depuis le bas du range, le potentiel aussi jusqu'à 110, même plus, jusqu'à 111, voire même 112. Faut juste faire preuve de patience. Ce qui se passe en ce moment, concrètement, je pense que tout le monde était prévenu, hein, que ce soit dans mes webinaires, ceux du Havre ou même les autres, hein, ceux qui sont sur Twitter, les graphiques qui alertent l'excès de Wall Street. Ça fait quand même pas mal de semaines, pas mal de mois qui sont sur la toile, donc il y a rien d'impressionnant. Peut-être le momentum, mais en tout cas le timing, c'est clair que je pense que pas beaucoup de personnes pouvaient anticiper cette baisse. Donc voilà, fallait bien que ça arrive. Forcément, on a de l'aversion au risque, donc les valeurs d'aversion au risque s'apprécient. Est-ce que ça remet en cause nos shorts sur le yen à court terme? Non, pour moi, non, pas du tout. Voilà. Dès qu'on aura un regain d'appétit pour risque, le yen reprendra sa baisse sur du court terme, et voilà, l'USD yen, au contraire, ceux qui n'étaient pas rentrés à 108, là on retrouve un point d'entrée intéressant. On retrouve un point d'entrée intéressant, un stop en dessous du précédent plus bas, ça fait 78 pips, on va dire, de risque. 110, c'est à peu près 80 pips de gain, donc ça fait un ratio risque-rendement limite supérieur à 1. Limite, voilà, pas beaucoup. Mais à moyen terme, par contre, honnêtement, j'anticipe réellement un rebond du dollar. Rebond du dollar, de toute façon, il a bien eu lieu, hein, au contact de sa moyenne mobile à 20 jours actuellement. Et je pense qu'il va chercher à 90, voire même il peut clairement revenir chercher sa moyenne mobile à 50 jours. Je vous rappelle, le Congrès américain doit se mettre d'accord sur le budget fédéral de long terme d'ici jeudi. Auquel cas, s'il n'y a pas d'accord, c'est un nouveau shutdown qui sera mis en place. Donc, qui dit shutdown, dit plutôt marché obligataire qui vont continuer à se tendre. Et si on a un budget qui est trouvé, je pense qu'il y a de fortes chances
que ça aboutisse à une augmentation du plafond de la dette américaine pour, en particulier, financer le futur projet d'infrastructure publique de Donald Trump, parce que les 1500 milliards, il va bien falloir les financer. Donc voilà, hausse du plafond de la dette américaine dit encore plus tension sur le marché obligataire. Qui dit tension sur le marché obligataire et surtout américain dit augmentation des spreads internationaux avec le 10 ans américain et donc dollar plutôt bull. Voilà un petit peu mon analyse haussier sur dollar, qui peut dans un premier temps venir chercher 90, mais il y a des chances qu'il aille chercher beaucoup plus haut. Donc s'il revient à 90, honnêtement, ce serait une opportunité pour prendre une partie des bénéfices. Voilà, François qui nous dit S&P 2500, il faut attendre encore. Oui, voilà, honnêtement, je pense que le timing, nul peut être certain qu'on soit au bon timing. Techniquement, voilà, un retour à 2005 serait parfait. Ça serait parfait. Maintenant, on est quand même entre aujourd'hui et les 2005, on est quand même à 5%, ce qui est quand même élevé. Est-ce qu'on a fait le plus gros? Ça, c'est à vous d'en juger. Ça, c'est à vous d'en juger. Mais en tout cas, à long terme, avec un effet levier faible, que vous achetez maintenant ou à 2005, ça change, voilà, pas grand-chose. Mais bon, c'est clair que 2005, ça serait encore mieux. Alors, pardon, mais vous parlez toujours d'aversion au risque et appétit pour le risque. Qu'est-ce que c'est? Alors, bonne question. Alors, tout simplement, c'est le comportement du marché. C'est ce que recherche le marché actuellement. Quand on parle du marché, c'est les investisseurs, les spéculateurs, vous et moi, les hedge funds, les institutionnels, voilà, les banques, etc. Qu'est-ce que recherche le marché? Est-ce qu'il cherche des rendements ou de la protection? S'il cherche de la protection, on parle alors de l'aversion au risque. Et la protection, c'est des produits qui offrent peu de rendement, comme à long terme l'or, comme le cash ou comme du marché obligataire. Au contraire, l'appétit pour risque, c'est des marchés, des investisseurs, hein, des personnes qui sont présentes sur le marché qui souhaitent avoir du rendement et qui sont donc enclins à prendre du risque. Les produits d'appétit pour risque, c'est par exemple les marchés actions. Or, en ce moment, on a le 2 ans américain, l'obligation à 2 ans américaine, qui offre plus de rendement que les dividendes du S&P. Donc imaginez, vous avez le choix entre une obligation, donc vous prêtez de l'argent aux États-Unis pour 2 ans, et ils vont plus vous rémunérer que si vous achetez des actions du S&P. Que faites-vous? Bien évidemment, vous achetez des obligations, parce que les obligations, c'est un produit sûr. Vous savez que les États-Unis ne vont pas faire défaut. Alors les actions, est-ce que dans 2 ans, ils vont être haussières ou baissières? Est-ce que, vous voyez, il n'y a pas vraiment, c'est beaucoup plus risqué d'acheter des actions que d'une obligation. Donc voilà, depuis le début de l'année, on a ce croisement des deux rendements. Donc c'est ça qui alerte énormément l'état du marché. Concrètement, on a potentiellement, on a le marché obligataire américain à court terme qui est plus rémunérateur que celui du S&P. Donc pourquoi acheter des valeurs à risque alors qu'une valeur refuge rémunère plus? Vous voyez, il y a un problème. Donc voilà, cette baisse, honnêtement, a été. Alors je ne dis pas que voilà, c'est facile de dire qu'elle a été prévue, etc., etc. Moi je dis, en tout cas, elle n'était pas. Enfin, honnêtement, elle pouvait pas être prévue que ça allait être baissé le vendredi après les chiffres du NFP. Honnêtement, voilà. Maintenant, les signaux alertants, on en a beaucoup parlé pendant ce webinaire. Et pour ceux qui sont sur Twitter, je pense qu'on en entend tous parler depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, il y a rien de surprenant. Peut-être juste le momentum, comme je l'ai dit au début. Est-ce que vous savez quand on aura la date pour l'augmentation des couvertures sur le CFD ou c'est finalement plus d'actualité? La pétition pour l'éviter est-elle sur la bonne voie? On parle d'une augmentation x10. Alors oui, je vois de quoi vous voulez parler. Alors c'est l'ESMA. C'est l'ESMA que je vous invite à prendre. Voilà. Les traders sont invités à réagir aux propositions. Si vous ne l'avez pas fait, concrètement, je vous invite à lire, si vous n'avez pas envie de lire cet article. En fait, l'ESMA, donc c'est le régulateur européen, qui souhaite, voilà, qui propose, parmi ces propositions, elle propose de réduire l'effet de levier
Et vous voyez, vous avez toutes les propositions ici. Vous pouvez réagir directement à l'ESMA. Vous voyez qu'il y a 14 605 réponses qui ont été envoyées. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est juste, voilà, retournez au formulaire. Ah non, bah alors ça, bon, ça a été clôturé. C'était clôturé hier, donc la période de consultation est terminée. Mais vous pouvez contacter l'ESMA par email. Voilà, donc si vous le souhaitez. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire tout l'article, vous avez juste simplement à regarder voilà, ce que propose l'ESMA. Là, c'est des exemples concrets. Donc je vais vous l'envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien et vous aurez toutes les. Est-ce que la pétition pour l'éviter est-elle sur la bonne voie? Alors ça, honnêtement, c'est vrai que plus vous êtes, plus il y a de réponses, mieux c'est. L'idéal, ça aurait été 100 000, mais bon, 14 000 c'est déjà un bon score. Que ce soit positif ou négatif, hein, vos réponses, attention. Hein. Là, vous pouvez voir toutes les réponses et vous aurez les 14 600. Bon, il va falloir lire, mais vous voyez que il y a quand même, il y a des gens qui se sont donnés hein, quand même. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Au moins, on voit que qu'il y a des gens qui sont vraiment, voilà, qui se sentent visés de ces propositions. Alors, on revient au topo. Et qu'est-ce que ça change pour nous? Il y a un graphique pour ça, comment vous le savez? Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, en fait, c'est tout simplement, en tant que trader, ce que vous cherchez, c'est de suivre les flux de capitaux. S'il y a l'or qui monte, vous achetez de l'or. S'il y a des marchés actions qui montent, vous achetez les marchés actions. Donc, ça change pour vous, c'est en fait le comportement des investisseurs crée ni plus ni moins que les tendances. Voilà, si je devais résumer, une tendance haussière sur l'or, c'est de l'aversion pour le risque, ou en tout cas un sentiment de diversification que souhaite le marché. Plus ou moins chaque actif a un caractère. On sait que le marché obligataire, c'est quand il s'apprécie, ça veut dire qu'on a un marché plutôt d'aversion au risque. En tout cas, majoritairement d'aversion au risque. C'est toujours un curseur. Hein. C'est pas soit oui, soit non. C'est pas il y a l'aversion ou il y en a pas. C'est tout simplement, c'est un curseur qui varie. Parfois il y a un peu plus d'aversion, parfois il y a un peu plus d'appétit, mais on a toujours hein, dans des portefeuilles, hein, des instituts, on a toujours les deux. Hein. On a toujours des obligations et des actions. Voilà. Maintenant, c'est encore une fois, c'est un curseur. Quand on a beaucoup d'appétit pour risque, on va avoir un portefeuille qui sera plus sur les marchés actions que sur le marché obligataire. Bref. Je reviens un petit peu au sujet principal. Alors j'ai beaucoup de questions. C'est sûr, quel marché devait un jour, car on dit toujours après la pluie, il y a le beau temps et inversement. Exactement, Loïc. Exactement. Donc le beau temps, on l'a eu pendant longtemps en Wall Street. Imaginez hein, que depuis l'élection de Donald Trump, le Dow Jones a pris 40%. 40% en 18 mois. Vous voyez? Donc, et encore, même pas 18 mois, on parle de 14 mois, 13 mois. Non, 12, 13, 14, 15 mois, pardon. 15 mois depuis son élection, et ça fait à peine un an qu'il est à la tête du gouvernement. Donc, plus 40%. Est-ce que ça se justifie? Bon, voilà, à vous d'en juger. Alors, je reviens sur le Forex. Alors, juste une question qui m'a l'air très intéressante. Philippe, normalement, on va entrer sur un nouveau trading range sur les indices pour stabiliser un peu. Quels indicateurs peuvent nous aider à voir qu'on se dirige vers un range? Alors, les indicateurs qui peuvent nous donner des signaux de range, ça va être encore une fois, les momentum. Moi, je suis un grand fan des indicateurs de momentum. Les indicateurs de momentum, tant qu'ils restent sous 50, on reste dans des zones, comment dire, attractives en termes de momentum. C'est-à-dire que c'est pas l'euphorie. Donc là, concrètement, d'un point de vue, vous voyez, journalier, on est sur un niveau de momentum très faible. Ce qui veut dire qu'on est potentiellement, qui va potentiellement avoir un rebond du momentum. Et s'il y a un rebond du momentum, on sait que le momentum, la théorie, c'est que le momentum précède l'action du prix. Donc rebond du momentum égale, quelques temps plus tard, un rebond du prix. Ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours. Ça dépend de votre unité de temps. Si on se base sur un récit mensuel, ça va être l'espace de quelques mois. Si on se passe sur un RSI journalier, ça va être d'ici quelques jours. Voilà, donc là, en tout cas, le RSI est très très faible. La dernière fois que le RSI était aussi faible, c'était à ce moment-là. Et vous voyez qu'on a eu une poursuite un petit peu de la baisse, mais qu'ensuite, concrètement, sur du long terme, on avait fait clairement le point bas. Et voilà, ensuite, vous le voyez par vous-même. Hein.
Voilà, donc un RSI bas, faut commencer à s'intéresser à l'achat. Un RSI haut, faut prendre des bénéfices, des positions acheteuses, et faut s'intéresser à à vendre, tout simplement. Bon, je passe sur le Forex. Je pense qu'on a beaucoup parlé de Wall Street. J'espère qu'en tout cas ça a été clair. Je reviendrai aux questions à la fin du webinaire. Euh, concrètement, sur les indices européens, voilà, c'est un petit peu l'euphorie. Que faire? Bien écoutez, je pense qu'on a un rebond à court terme. Rebond à court terme, je pense que ce rebond peut durer pendant la séance européenne, en tout cas jusqu'à l'ouverture de Wall Street. Wall Street, ça va être majeur parce que voilà, la baisse qu'on a eue hier, c'était à l'ouverture de Wall Street. C'était à l'ouverture de Wall Street. Euh, donc, euh, donc voilà. D'ici le début d'après-midi, je pense que les indices européens, voilà, ils engagent un rebond. Je pense que le rebond il a totalement été fait, donc il n'y a plus rien à faire, je pense, sur les indices à court terme. À court terme, là, en intraday, en tout cas, moi, je vois pas réellement ce qu'il y a à faire. On a un rebond, ce rebond, il est simplement technique au vu de la baisse. Et ça montre bien qu'on n'a pas un crack. Parce qu'en fait, cette baisse, ça a été accentué par les algos, et donc voilà, on reprend finalement une hausse. C'est un petit peu comme un NFP en une minute, hein. Quand on va regarder un NFP en une minute, ça fait un petit peu ce genre de graphique. Mais bon, la comparaison n'est peut-être pas forcément la meilleure. Alors, sur le FX, on revient au DXY qui teste cette moyenne mobile à 20 jours, qui est un niveau de pivot, support, résistance à court terme. Mais voilà, le momentum est toujours haussier. Vous voyez que le momentum est haussier. On a cette divergence prix-momentum et qui pourrait précéder un rebond plus important jusqu'à 90, voire même la moyenne mobile à 50 jours, actuellement à 91,27. Donc je suis haussier sur le dollar. Haussier sur dollar. Encore une fois, l'AUD replie à la moyenne mobile à 200 jours. Le NZD, on a ce petit rebond ce matin, mais voilà, encore une fois, on a cette divergence baissière. Divergence baissière, là on a un retour à moyenne mobile. Je pense qu'on a un bon signal baissier. On a un bon pullback qui permet un retour à cette moyenne mobile. Voilà. Donc moi, plutôt baissier sur l'NZD. L'USD CAD, voilà, timing encore délicat sur le dollar, mais voilà, on a ce fameux rebond. Ce fameux rebond. On teste la moyenne mobile à 50 jours. Je pense que le potentiel aussi a été réalisé. Alors on va enlever ça. Je pense que le potentiel aussi a été réalisé. Il réintègre son range, pardon. Si on sort de son range, si le court range sort de son range, pardon, à la hausse, c'est un signal haussier. Direction la prochaine résistance à 1,2765. Donc à contraire, je pense qu'on peut pour le moment garder un opinion de range sur du court terme, donc en range dans ce range. L'USD-CHF, la divergence haussière, encore une fois. Voilà, regardez ici. Momentum. Momentum, alors, on va voir sur la divergence. 22,43, 22,53. Donc on a une petite divergence haussière sur l'USD-CHF. Moi je pense que l'USD-CHF a de fortes chances de progresser à 0,95. Pourquoi il n'a pas progressé à 0,95 hier, alors que, enfin hier soir, enfin pourquoi tout simplement hier soir on a retracé? Parce que franc suisse c'est pareil, c'est une devise plutôt refuge. Donc comme le yen qui s'est apprécié, eh bien on a le franc suisse qui a été payé et qui a donc fait retracer. Mais dès lors qu'on aura cette aversion qui va un petit peu se dissiper du marché, le dollar devrait reprendre la surperformance du cours et donc amener l'USD-CHF à 0,95. Moi je pense que voilà, l'USD-Yen, vous voyez que la hausse a déjà été quand même pas mal été entamée. Maintenant l'USD-CHF, on reste quand même proche de ses récents plus bas. Donc voilà, je préfère croire à une hausse en termes de ratio risque-rendement si on met le stop en dessous du précédent plus bas, qui bien évidemment si le cours passe en dessous, ça invaliderait notre scénario. Hein. Donc ça ferait 79 pips de risque pour 166 pips risque de gain. Pips de potentiel gain, ce qui fait un ratio risque-rendement supérieur à 2. Donc c'est pas négligeable. Je pense que le risque en vaut la peine. Donc voilà, USD-CHF haussier. Alors pas d'achat de CAC et de DAX aujourd'hui, donc de la part de Olive. Alors encore une fois, ça dépend. Si vous êtes sur du long terme avec un faible effet de levier, oui. Oui. Quand je parle d'un faible effet de levier, c'est inférieur à 3. Donc avec un faible effet de levier,
on est quand même à une décote très intéressante. On est à une décote par rapport au plus haut. 6%, et vous voyez qu'il a retracé 8%. Donc c'est clair que l'euphorie s'est calmée. Le momentum, vous voyez, a bien reculé. Il a bien reculé, donc oui, moi je pense que d'un point de vue long terme, ça se justifie. Maintenant, à moyen terme, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour en être certain. Le GBP, bon repli. Voilà, le repli qui s'annonce. Je pense que le repli n'est pas terminé. Il y a des chances qu'ils viennent chercher cette moyenne mobile à 50 jours. Pourquoi? Bien parce que il y a une prise de bénéfice sur la livre. Prise de bénéfice sur la livre avant la BOE jeudi. Qu'est-ce qu'on attend de la BOE jeudi? On attend aucune hausse des taux. Mais par contre, enfin, il y a 5% de probabilité d'une hausse des taux. Mais par contre, il y aura le rapport, les projections macroéconomiques de la Banque d'Angleterre qui seront publiées, avec notamment les projections d'inflation. Et donc, encore une fois, des inflations revues à la hausse, ce sera positif pour la livre. Une inflation revue à la baisse, ce sera négatif. Et même, d'un point de vue général, des chiffres macro revus à la hausse, ce sera positif. Parce qu'aujourd'hui, le catalyseur important, c'est également la croissance. Encore en zone euro, les États-Unis, voilà, la croissance, elle est au-dessus de 2%, donc il n'y a pas réellement d'inquiétude pour le moment. Par contre, c'est l'inflation. C'est l'inflation qui fait défaut à la politique monétaire. Si demain on avait une inflation au-dessus de 2% en zone euro, on aurait une fin du QE et une hausse des taux. Pourquoi? Parce qu'on a également une croissance au-dessus de 2%, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni. Voilà, donc le Royaume-Uni, si la BOE table sur une croissance par exemple à 2,5% pour d'ici la fin de l'année, ça sera extrêmement bullish ça devrait être extrêmement bullish pour le GBP. Parce que aujourd'hui, ce qui fait barrière à une hausse des taux plus rapide de la BOE, c'est la faible croissance. Parce que hausse des taux, ça affaiblit, ça fragilise, je dirais, la croissance. Et la croissance au Royaume-Uni elle est déjà fragilisée par le Brexit. Même si elle reste quand même à 1,7%. Et l'euro-dollar, voilà, la baisse. Moi, c'est la baisse. Je pense que c'est bon. La baisse, on peut y croire. Au moins, en retour à un 22-23, on a cette divergence baissière. Et les divergences baissières se font de plus en plus nombreuses sur les paires majeures au bénéfice du dollar. C'est pour ça que mon opinion haussière sur le dollar se nourrit de plus en plus et que j'ai une plus forte conviction que la semaine dernière. Même si la semaine dernière, je le sentais déjà. Là, on a déjà des signaux quand même beaucoup plus convaincants. Je pense pas qu'il y ait une paire majeure qui n'a pas de divergence à part l'USD4. Quoique si, regardez l'USD4, on avait une belle divergence haussière. Belle divergence haussière sur l'USD4. L'USD-CHF, divergence. L'USD Yen, on avait une divergence fin janvier. NZD, divergence. Euro-dollar, donc divergence. GBP, divergence. AUD-USD, c'est la seule où il n'y avait pas de divergence. 80,04. Ah, 79. 80. Alors oui, non, il n'y avait pas de divergence. Donc voilà, c'est juste simplement la USD où il n'y avait pas de divergence. Donc voilà. Est-ce que vous ferez un point en même temps sur la BOE? Non. Non, je ne ferai pas de point parce que c'est pas parce que voilà, l'impact, certes, il y aura un impact sur le marché, mais il va pas être non plus très très important. Par contre, je rédigerai un article sur DailyFX à ce sujet jeudi sur les projections, les nouvelles projections. Donc voilà. Il sera publié dans l'après-midi. Mais il y aura un webinaire de Yoav Nizar à 14h30 à 14h30 heure française, il me semble. Voilà donc pour les paires majeures. Concrètement, les paires majeures, si je devais résumer, c'est achat dollar. Quand on voit regardez en hebdomadaire, quand on voit ce genre de graphique, vous voyez, moi ça me donne, j'ai l'impression qu'on retrouve à peu près la même chose qu'ici, vous voyez. Donc je suis plutôt haussier sur le dollar. Si on a la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ça serait à court terme un signal haussier, direction les 90.
puis 91,27. Voilà, donc cette moyenne mobile à surveiller. Au niveau donc des indices, on les a bien étudiés ce matin. Les matières premières, or, bon, certes on a eu une baisse sur les marches actions, on peut voir que l'or n'a pas réellement réagi. Regardez, ce matin il retrace. Ce matin il a retracé l'intégralité de la hausse de cette nuit. Et donc mon opinion est toujours baissier, hein, sous pression, je pense, à cause de, de la hausse du dollar que j'anticipe. Je ne peux pas être haussier sur le dollar et haussier or, ou alors c'est compliqué. Donc voilà, je suis haussier dollar. Je préfère croire à une baisse de l'once d'or. En plus de cela, je pense que l'euphorie, enfin la baisse des marchés actions hier a vraiment calmé l'euphorie, et donc il y a de l'appétit pour risque qui peut être recréé de façon saine. Donc voilà, l'or pour moi, toujours un baissier. Certes, on n'a pas un momentum comme les marchés actions, on n'a pas un momentum baissier comme les marchés actions, mais voilà, petit à petit, 1310, 1300, ça me semble des cibles intéressantes de l'horizon de quelques semaines, on va dire 2-3 semaines. Et pour le pétrole, eh bien écoutez, pétrole, voilà, on a une hausse du dollar, donc forcément pétrole qui baisse un petit peu. À noter qu'on a ces divergences, regardez ces grosses divergences. Ces grosses divergences sur le pétrole, prix momentum sur le brut, prix momentum sur le Brent. Voilà, donc grosse divergence qui pourrait en cas de cassure en bas de ce canal, eh bien précéder un repli en utilisant Fibonacci. Donc ce canal qui matérialise la tendance haussière, si elle est rompue, ça remettrait en cause cette tendance. On casserait la moyenne mobile à 50 jours plus la base du canal. Et donc le prochain support serait 64, ce serait 65 $, ensuite 60, ensuite 57. Voilà, donc là, techniquement, on est sur un niveau de prix, je dirais, intéressant de passer à l'achat parce qu'on est sur un très bon niveau de support. Mais on va dire, c'est qui tout double. Soit le cours rebondit et il revient à 70 le Brent, ou soit il clôture en dessous de cette moyenne mobile et il sort de ce canal. Et dans ce cas, c'est signal baissier, direction les 60 $. Pour le brut, c'est pareil. Et fondamentalement, ça pourrait se justifier par l'augmentation des puits de pétrole aux États-Unis, qui augmente depuis quelques semaines. Parce qu'on sait qu'il y a un temps de latence de 6 mois à peu près entre la hausse des cours de pétrole et les plateformes en activité aux États-Unis. Et là, on peut voir que cette hausse, elle a un peu plus de 6 mois maintenant. Elle a 7 mois. Et ça fait à peu près un mois et demi que les puits de pétrole aux États-Unis augmentent à nouveau. Donc voilà, les puits de pétrole, au fur et à mesure, ça fait pression. Et donc, ça serait un catalyseur qui pourrait justifier cette baisse. USD CAD 1,26 nous dit François. Alors on est à 1,25 et quelques, oui potentiellement 1,26. 1,26 c'est à peu près la moyenne mobile à 200 jours, oui ça me semble largement possible. Quand l'USD est haussier, il en général surperforme clairement les autres devises majeures, dont le CAD. Bon, maintenant, je ne pense pas que l'USD4 soit la meilleure, honnêtement. Je pense pas que ce soit la meilleure paire à s'intéresser en ce moment. Je pense que l'USD CHF ou l'USD Yen ou l'euro dollar me semble clairement plus intéressant. Alors, j'avais une question sur l'USD Yen. USD Yen. Olive qui me dit toujours vers 111 et bon point d'entrée today. Alors oui, voilà. Bon point d'entrée aujourd'hui, simplement intéressant. Direction 111, 112 même. Honnêtement, en moyen terme, c'est pas. Certes, la BOJ, voilà, elle a commencé à modifier un petit peu sa politique monétaire, ce que le marché a clairement interprété comme un premier signe de normalisation de sa politique monétaire. Or, ce n'est pas du tout le cas, hein, c'était juste un réajustement. Mais bon, le marché l'a interprété comme cela. Ça ne veut pas dire que le yen va être bull dès maintenant. Comme je l'ai dit, à partir du deuxième semestre, je pense que ça va être la devise à clairement s'intéresser à l'achat. Ce semestre, c'est l'euro. Le semestre prochain, ça sera le yen. Voilà. Donc le yen, je pense que il y a encore à court moyen terme un potentiel baissier et donc haussier sur l'USD yen.
Voilà, et donc pour le Bitcoin, alors le Bitcoin, ben écoutez, il continue son repli, hein. Qui l'aurait cru? Enfin, qui l'aurait cru? Oui, il y a beaucoup qui l'auraient cru, mais en dessous de ce niveau-là, ça me semble quand même assez important. Le Bitcoin à 6000 actuellement. Bah écoutez, prochain support à 5000. 5000. Il a retracé l'intégralité de sa hausse de novembre-décembre, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, retour à 5000. Je vais enlever le graphique logarithmique. Tac. On est sur le linéaire. C'est un peu plus impressionnant sur le linéaire. Mais voilà, vous voyez, depuis qu'il a atteint les 10 000, on a quasiment plus rien on a plus rien qui le stoppe, hein. Maintenant, attention, si vous regardez les cryptos, hein, on a quand même des momentum qui sont très bas. Alors ça ne veut pas dire que le cours va rebondir immédiatement, mais voilà, c'est quand on a des momentum faibles qu'il faut commencer, je dirais, à s'intéresser aux positions acheteuses. Qu'elles soient sur les cryptos, sur Wall Street, peu importe. C'est quand personne en veut qu'il faut s'intéresser à l'achat. Et c'est quand tout le monde veut acheter la crypto qu'il faut commencer à se poser des questions sur ces positions à l'achat qu'on a depuis le tout début de la tendance haussière. Voilà, donc les cryptos sont clairement baissières, c'est pas encore le moment d'acheter. Mais voilà, on a les momentum quand même 31 sur l'Ethereum, Bitcoin 25, Ripple 17, Litecoin 44. Donc voilà, on a clairement un marché qui est survendu. On sait que de toute façon les zones d'excès, que ce soit en surachat ou en survente, ne sont jamais bons et précèdent toujours des mouvements assez violents. À l'image, parfaite image de ce qu'on a ce matin. Regardez. Vous voyez, ça baisse. On arrive quand même à un DAX avec un momentum journalier à 20, le CAC pardon à 20, et vous voyez demain, enfin aujourd'hui, plus de 32%. Alors ça se trouve on va pas clôturer à 2,32%, mais c'est tout à fait normal. Plus on a un mouvement conséquent, et plus le mouvement qui le suit est en général également assez volatile. Donc voilà, cette baisse, à part si on n'a aucun point, si on n'a aucun, si on n'a pas de fondamentaux qui viennent soutenir le Bitcoin, dans ce cas-là, oui, il va rester assez faible, mais je pense que voilà, au vu du momentum, on arrive potentiellement à la fin de la tendance haussière. Alors je pense que le Bitcoin va clairement venir chez 5000, voire même un petit peu en dessous. Mais voilà, je pense que le plus gros a été fait, hein, clairement. Alors bien évidemment, puisqu'on a retracé près de 15 000, forcément le plus gros a été fait, mais en termes de durée, je parle plutôt. Je pense qu'on arrive en fin du... Ça fait 2 mois que ça retrace à peu près. 1 mois et demi, 2 mois. Je pense qu'on arrive à la fin de cette période. Oui, voilà, je dis bien penser parce que le Bitcoin, hein, surtout les cryptos, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est difficile à anticiper les mouvements des crypto-monnaies. Il y a tellement de facteurs que voilà, c'est un marché très 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 complexe. Donc et très nouveau. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de vous dire avec certitude l'état du marché des crypto-monnaies. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, voilà, les momentum sont très faibles. Et attendez, on va se regarder rapidement, on va se remettre dans le graphique très rapidement. Avec ce support-là, les dernières fois où il a été, on a eu ce rebond par la suite, on a eu ce point bas. Voilà. Alors je ne dis pas que, vous voyez, ce support, faut le payer, mais en tout cas, plus on arrive dans une zone qui est survendue, et plus l'opportunité d'achat est, on va dire, importante. Regardez ici, pareil. On a eu encore un plus bas, il était venu à 20 le RSI du Bitcoin, le 3 août 2016. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas exactement, voilà, le lendemain, ça avait rebondi. Donc plus le momentum est faible, et plus il y a de chances de rebond du prix. Voilà. En tout cas, pour conclure, cette tendance baissière ne pourra bien évidemment pas durer. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je pense qu'on a fait un grand tour du marché. Ah, vous pensez le AUD NZD retour à 1,0860 de la part de Ramsey. Alors l'AUD NZD, moi je pense qu'on peut toujours avoir une super forme de l'AUD qui pourrait arriver, hein, qui pourrait arriver. Est-ce qu'on va revenir à 1,0860?
Moi, je pense, hein, honnêtement. Parce que la NZD, la RBNZ, je vous rappelle, c'est jeudi, hein, il me semble. C'est jeudi, elle devrait avoir un ton quand même assez dovish. Devrait avoir un ton assez dovish. Alors, laissez-moi vérifier quand même. Euh, alors, RBNZ, voilà, RBNZ, jeudi, mercredi et jeudi. Donc jeudi, on a devant le Parlement et mercredi, c'est la décision des taux avec son discours. Donc c'est demain soir. Donc voilà. Et ce qu'attend le marché, c'est plutôt un ton dovish. Et donc il y aura potentiellement une sous-performance du NZD et donc une hausse de la UNZD qui pourrait se faire à partir de mercredi soir. Voilà. Maintenant, d'ici mercredi soir, c'est possible que la UNZD continue à baisser petit à petit. Une petite analyse de Google. Très bien. Très bien. Voyons Google. Alors, d'un point de vue technique, hein, parce qu'encore une fois, moi, vous savez, c'est pas ma spécialité marché action, même si, voilà, je garde quand même un œil important sur les GAFAM. Hein. Mais donc voilà, on a une belle baisse, hein. Forcément, c'est quand même des actifs assez volatiles. Hein. Maintenant, regardez le RSI, 31, 31 sur RSI. Dernière fois qu'il était à ce niveau-là, vous voyez, on a eu ce rebond. On a également eu, mince. Donc, les dernières fois, la dernière fois qu'il est passé en dessous, vous voyez, de 30, voilà. Donc, on peut regarder rapidement. Vous voyez, on a eu quelques jours de consolidation, ensuite on a eu un rebond. Ici, on a eu la reprise de la tendance haussière. Pareil ici, avant de connaître une petite baisse. Ici, c'est pareil. Vous voyez, au final, en fait, on a une petite impulsion, la consolidation, puis la reprise de la tendance. Donc c'est, oula. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ah, c'est le RSI sur le, ah, je savais pas que c'était possible. C'est le RSI sur le prix, j'ai l'impression. Alors, comment j'ai fait ça? Alors, bon, on va enlever ce RSI. Tant pis. Mais donc voilà, le prix qui revient sur un support. Prix qui revient sur un support. Euh, Moi, je me dis que c'est une opportunité d'achat. Quand même, 1062. Je pense qu'il y a un potentiel baisser jusqu'à, pourquoi pas, 1000. Auquel cas, s'il revient à 1000, ça serait une excellente opportunité d'achat. Parce qu'il faut pas oublier que, bon, certes, les profits de Google ont un petit peu déçu, mais ça reste quand même des machines, des entreprises qui génèrent beaucoup de cash, qui font des profits quand même importants, ces GAFAM. Alors Google, pas forcément c'est qui fait le plus, mais ça c'est quand même des entreprises qui leur capacité de croissance n'est plus approuvée. Donc voilà, là actuellement il est sur support. Sur le long terme, je pense que c'est un niveau de support qui se paye, surtout que voilà, on a quand même une décote de 12%, qui pourrait, je pense, en général, hein, la tendance est quand même haussière, donc faut plutôt garder un opinion haussier. Mais je pense que ce repli de 12% peut clairement être comment dire, retracé en l'espace de 2 mois. D'ici 2 mois, je pense qu'on peut faire bilan, mais dans 2 mois, c'est fort possible, je pense, que l'action Google revienne à ses précédents plus hauts. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour mon webinaire éducatif et ensuite demain pour mon prochain point de marché. Voilà, excellente soirée, bonne journée et à demain pour ceux que je ne retrouverai pas ce soir.